Connaissons-nous vraiment nos voisins, nos amis, notre famille? Qui sont les gens qui vivent avec nous et autour de nous? Quand Marie s'est installée dans sa nouvelle colocation, elle a accepté de partager son canapé, son frigo et sa salle de bain, sans jamais douter de ce colocataire, si gentil et si sportif. Vous écoutez le 105e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. L'histoire de Marie est racontée au micro de Valérie Gauthier. Le contenu aborde des sujets sensibles qui peuvent choquer certaines personnes. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. En octobre 2015, j'arrive à Nantes. Je viens de Rennes en fait, et je viens tout juste de trouver du boulot sur Nantes. À ce moment-là, je sais que faut que je trouve un logement assez rapidement. Je peux squatter chez des copines, mais bon, faut pas que ça dure trop longtemps. Je veux trouver un logement où je sais que je vais pouvoir partir rapidement derrière parce que Pierrick, mon copain, va sûrement me rejoindre. Je sais pas encore quand exactement, mais je veux pouvoir vivre dans un endroit où je peux partir facilement. Je vois plusieurs annonces, j'en lis une où ça dit Guillaume, je suis ambulancier, j'aime le foot, et Bastien, je suis informaticien et j'aime l'escalade. Finalement, en fait, cette annonce, elle me fait rire, mais elle me dit pas trop, donc je la referme assez rapidement. J'imagine deux geeks fans de foot et d'informatique, et ça me branche pas trop. Donc je cherche autre chose, et finalement, donc je galère à trouver, il y a rien de positif. Je repense à cette annonce-là où je me dis quand même la maison, elle avait l'air sympa, tout près du tram, ce qui est hyper pratique pour mon boulot. Et je me dis le mieux en fait, c'est de les rencontrer, de me faire une vraie idée, et il faut pas que je me base sur informaticien et footballeur. Donc je décide de les contacter. Je contacte Guillaume, qui me dit rapidement qu'ils ont énormément de demandes et que il me laisse penser que c'est mort, quoi, qu'ils ont beaucoup trop de demandes. Donc je pousse un peu le truc, je lui envoie beaucoup de messages en lui disant que je suis dispo tout de suite, que je peux les rencontrer quand ils veulent, que j'ai vraiment besoin de trouver une maison et que je suis vraiment motivée, quoi. Et du coup, il finit par céder et me donner un rendez-vous pour les rencontrer dans la maison. Donc j'y vais avec Pierrick, mais je demande à Pierrick de rester dans la voiture parce que j'ai pas envie qu'il sache que j'ai un copain. J'ai pas envie qu'ils se disent elle vient vivre avec nous, mais il y aura son mec toutes les 5 minutes avec nous. Donc Pierrick m'attend dans la voiture. Donc j'arrive, et là il y a que Bastien parce que Guillaume est à la mer avec sa copine, ils sont dans les bouchons, et du coup il dit qu'il va arriver plus tard. J'arrive, donc c'est comme dans l'annonce où il s'annonce comme informaticien. Il a vraiment le physique d'un informaticien, c'est un peu bête, mais c'est un petit gringalet, il est blanc, blond, on dirait qu'il passe son temps dans sa chambre, mais bon, il m'accueille avec le sourire. On s'installe dans le salon. Déjà, la maison, elle me plaît bien direct. Effectivement, elle est hyper bien placée près de la Sèvre, elle a l'air grande. Donc on s'installe dans le salon, on commence à discuter, et puis le feeling passe bien directement, en fait. Il me fait des blagues un peu bidons, mais je suis bon public, donc ça me fait rire. Il me met à l'aise. Ça dure assez longtemps parce que on attend quand même Guillaume. Ça dure presque 2 heures, je pense. Et en fait, le temps passe super vite. Et du coup, je regarde même pas mon téléphone. Et du coup, Pierrick, lui, il est dans la voiture dehors et il s'inquiète à fond. Mais je regarde pas mon téléphone. Du coup, je vois pas qu'il essaie de m'appeler 50 fois. Et puis moi, je suis vraiment dans l'objectif de il faut que je trouve une coloc. Donc, je suis dispo vraiment pour la conversation. Là, je me dis, ouais, c'est chouette, je me vois bien vivre ici. Je connais pas encore Guillaume à ce moment-là, mais je me dis, bon, avec Bastien, ça se passe bien. Donc, Et puis, du coup, Guillaume finit par arriver. Il s'installe avec nous, on boit quand même un dernier verre. On parle de nos métiers, il est ambulancier. On n'a pas trop le temps de parler d'autre chose. Moi, il faut quand même que j'y aille. Je pars à ce moment-là. Je me dis que ouais, ça peut être mon nouveau chez moi. Finalement, donc, j'ai des nouvelles de Guillaume qui me dit, ça le fait pour nous, tu peux emménager quand tu veux. Donc, j'emménage dans la maison, enfin. Ça se passe tout de suite bien. Je comprends rapidement que Guillaume, il est très peu là parce qu'il est très souvent chez sa copine. Rapidement, je passe beaucoup de temps en fait avec Bastien. On discute pas mal parce qu'il parle beaucoup, Bastien, hein, il est assez bavard. Il se confie à moi vis-à-vis de son ex. Ça, c'est une discussion très importante pendant tous les mois de colocation. Parce que c'est une fille avec qui il est resté pendant 10 ans et elle l'a quitté et il s'en remet pas en fait. Il me dit qu'il est encore fou amoureux d'elle, que
Il regrette des choses qu'il a fait. Enfin, il me raconte à un moment donné qu'il a un peu pété un plomb un jour, une histoire de jalousie, je crois, ou quelque chose comme ça, et qu'il l'a plaqué au mur, qu'il l'a pas étranglé, mais en tout cas, il a été quand même assez violent, il l'a plaqué au mur, etc. Ça me choque, mais je me dis que ça fait un peu, voilà, que c'était dans la passion, etc. Et il me fait mal au cœur, en fait, de le voir comme ça. Il a l'air vraiment de regretter. Et je pense que moi, je l'ai pas mal encouragé, en fait, à essayer même de lui écrire des lettres ou voilà, d'essayer de vraiment de se faire pardonner et de pouvoir lui dire à cette fille-là qu'il est encore fou amoureux et qu'il y a peut-être encore quelque chose qui est possible. Il me raconte aussi qu'il y a eu des moments où il était tellement mal qu'un jour, il s'est réveillé, en fait, aux urgences psychiatriques parce qu'il a pété un plomb chez lui, il a beaucoup trop picolé et qu'il s'est retrouvé dans la rue à faire n'importe quoi et que les voisins ont appelé les flics et il s'est retrouvé comme ça aux urgences psy. Bon, ça, c'est pareil, ça me choque pas tant que ça. Je me dis qu'effectivement, quand on est tellement malheureux en amour, on peut faire des trucs un peu bizarres, notamment avec l'alcool. Donc, je me dis, non, mais il est vraiment fou amoureux de cette fille-là et ça me fait mal au cœur. Et il en parle vraiment tout le temps. Et en fait, là, ça fait 1 an où il me dit qu'il n'a pas rencontré d'autres filles, rien de sérieux. Et moi, je le pousse un peu à sortir, surtout que c'est quelqu'un d'hyper sociable, il est marrant. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il ne trouve pas quelqu'un d'autre, quoi. Moi, je parle très peu de moi, finalement. C'est plutôt lui qui a besoin de parler. Ça, je le sens beaucoup. Vis-à-vis de son ex, même vis-à-vis de son boulot, vis-à-vis de comment il voit sa vie, etc. Qu'il a envie d'avoir plus de temps pour voyager. Voilà. Mais les mois filent et ça se passe bien, il n'y a pas de souci. On s'entend vraiment bien. Neuf mois plus tard, après l'emménagement, en juillet 2016, ma mère et ma nièce de 8 ans viennent passer 10 jours chez moi en vacances. Je m'entends super bien avec ma mère, je suis hyper proche de ma nièce. C'est presque un peu comme une petite sœur, donc j'adore. Ça fait plusieurs années qu'elles viennent tous les étés passer quelques jours avec moi en vacances. Je suis hyper contente qu'elles viennent. C'est vraiment une semaine de vacances pour moi aussi, quoi. Bastien, lui, il a quitté son boulot. Il fait pas mal d'allers-retours à Noirmoutier parce qu'il a une maison de famille là-bas. Il vient, il part, il a pas trop d'attaches sur Nantes, donc voilà, il a un emploi du temps un peu décousu. Là, il était censé partir à Noirmoutier, et puis il me dit que il trouve ça sympa qu'il y ait ma mère et ma nièce qui viennent, donc il va sûrement rester un peu plus longtemps à Nantes. Et pour le coup, il est avec nous tous les jours, pendant toutes nos activités. On est allé au zoo, il est venu avec nous, on va promener le chien, il est toujours avec nous, et puis il s'entend hyper bien avec ma nièce, il est hyper proche d'elle. Donc lui, je sais que il a des frères et sœurs et il a des neveux et nièces. Il m'a pas mal parlé d'eux en me disant qu'il s'entendait super bien avec ses neveux et nièces. Bon, je me dis, il adore les enfants. Il est assez immature, donc voilà, il joue aux jeux vidéo avec ma nièce. Bon, et puis Mathilde, ça a l'air de lui plaire aussi. Bon, ils s'entendent bien, quoi. Ça se passe bien. Ça me fait plaisir qu'il soit là. On rigole bien en fait tous les 4. On partage des bons moments. Il est présent, mais ça me dérange pas. Du coup, un matin, ma mère veut à tout prix qu'on aille au supermarché pour m'acheter une lunette de toilette qui est cassée et elle veut à tout prix m'en racheter une. Donc on dit à Mathilde de se préparer parce qu'on va faire les courses et elle, ça la branche pas du tout. Elle est en train de jouer, je crois, à des jeux vidéo avec Bastien. Ça la branche pas, donc elle commence à ronchonner. Et là, Bastien nous dit, moi, il n'y a pas de problème en fait, j'ai rien de prévu. Je peux rester avec elle, il y a pas de souci. Donc bon, ok, au moins on sait que ça ira plus vite, on fait ça rapidement et du coup, je pars faire les courses avec ma mère. Et arrivée sur le parking du supermarché, elle me demande si j'ai vraiment confiance en Bastien. J'ai quand même un petit doute parce que je sais que Bastien, il est carrément tête en l'air. Et là, je me dis, il peut très bien se rendre compte qu'il a rendez-vous chez le kiné et du coup se barrer et laisser ma nièce toute seule. Voilà, il est hyper tête en l'air, il est tout le temps en retard. Enfin, c'est à ça que je pense. Mais je réponds quand même à ma mère que oui, on peut lui faire confiance, qu'il n'y a pas de souci. On part faire nos courses, que ça dure 1 heure et demie. Quand on rentre, Mathilde et Bastien sont sur le canapé, chacun sur leur téléphone, c'est hyper calme, voilà. On reprend nos activités comme d'hab. Et il y a un jour où on était parti promener le chien et en rentrant, ma mère me dit que elle trouve ça quand même bizarre que Bastien soit aussi proche de ma nièce alors qu'ils se connaissent pas et que c'est vrai que quand il joue avec elle, c'est comme s'il avait 8 ans lui aussi.
Elle trouve ça louche. Bon, je lui dis que non, que Bastien c'est un gamin. Et ensuite il y a un autre matin où elle me raconte que en fait ma mère et Mathilde dorment dans la même chambre. Et un matin, Bastien a ouvert la porte de la chambre pour regarder si elle dormait. Enfin, je sais pas trop exactement ce qu'il voulait voir, mais en tout cas, il a ouvert la porte pendant que Mathilde et ma mère dormaient. Donc ma mère l'a vu. Et ça, c'est vrai que ça a un peu choqué ma mère, ce qui m'a un peu... Enfin, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Surtout qu'il a vraiment rien dans cette chambre, donc il n'y avait pas de raison qu'il ouvre la porte. Ma mère me dit, je préfère pas qu'on les laisse tous les deux dans la même pièce. Enfin, ma mère se méfie à ce moment-là. Elle se dit quand même, on va faire attention, quoi. Je sais pas trop ce qu'elle s'imagine. Je sais pas trop de quoi elle a peur. En tout cas, ce que je sais, c'est que elle est hyper méfiante. Et dans la rue, elle me disait toujours, quand t'es toute seule, tu parles à aucun homme. Même si c'est un ami à moi, tu lui réponds pas, tu pars en courant, en criant, etc. Donc voilà, je sais qu'elle peut avoir ça en tête. Mais bon, je lui pose même pas trop la question, en fait. J'essaie plutôt de la rassurer et lui dire, mais non, t'inquiète. 10 jours plus tard, ma mère et ma nièce repartent. Et à ce moment-là, du coup, Bastien, lui aussi, il part à Noirmoutier, il part voir des amis. Chacun part à ce moment-là. Et du coup, 15 jours plus tard, mon copain Pierrick emménage dans la coloc parce que Guillaume, à ce moment-là, en fait, il est parti vivre officiellement chez sa copine. Donc, une place se libère. Et comme ça se passe bien avec Bastien, Pierrick connaît déjà Bastien. Pour le moment, en fait, Pierrick va venir vivre avec nous. Et voilà. Pendant l'emménagement, je suis au boulot, Pierrick m'appelle pour me dire que l'emménagement s'est pas passé comme prévu. Il arrive avec sa voiture, son camion qui est bien chargé. Il veut se garer devant la maison pour pouvoir tout décharger. Et il y a déjà une voiture de garée complètement en biais, qui bloque à moitié la route. Donc il klaxonne. Et là, il y a un monsieur qui sort la tête de la fenêtre de ce qui est normalement sa chambre. Pierrick lui demande vous êtes qui en fait, qu'est-ce que vous faites là? Et le gars lui répond c'est la police. Je descends, je viens vous voir. Donc ok, chelou. Donc le gars descend et donc il lui explique qu'en fait il est là pour perquisitionner la maison au sujet de Bastien. Il lui demande s'il connaît Bastien, il dit oui oui carrément je connais Bastien. Pierrick essaye de savoir un peu ce qui se passe avec Bastien. Le policier veut rien lui dire du tout. Le policier voit qu'il y a un chien dans le camion. Il dit si vous pouviez aller promener votre chien pour nous laisser le temps de finir, on en a pour une petite heure. Mais voilà, vous pouvez pas rester là pendant qu'on perquisitionne la maison. Pierrick lui explique qu'il a des courses dans le coffre, donc le policier lui l'autorise en fait à aller déposer ses courses dans le frigo. Il l'accompagne jusqu'au frigo. Et en repartant, le flic demande quand même à Pierrick, lui pose une seule question. Il lui demande est-ce qu'il y a eu des enfants dans cette maison dernièrement? Et ce à quoi Pierrick répond oui, il y a eu la nièce de Marie au début du mois de juillet. Et voilà, il n'a pas voulu lui en dire plus. Donc il me raconte tout ça au téléphone. Et mon collègue en fait entendait la conversation. Donc je raccroche et mon collègue direct lui il me dit c'est une histoire de pédophilie ton histoire, enfin c'est pas possible autrement. Moi je me dis que c'est pas possible, enfin au départ je suis un peu choquée, j'ai qu'une envie, c'est ce soit que Bastien ait des problèmes avec la justice vis-à-vis de la drogue, quoi, qu'il fasse un trafic de drogue ou j'en sais rien, j'ai juste envie que ça soit ça. Parce que finalement, ça, à la rigueur, je m'en fous un peu. Alors que la pédophilie, non, c'est juste pas possible. Sachant qu'en plus, il y a eu Mathilde dans la maison, que je me souviens très bien que je l'ai laissée 1h30 toute seule avec lui. Voilà. Je suis au boulot encore pour toute l'après-midi, donc avec mon collègue, on parle quand même énormément de ça, on s'imagine plein de scénarios différents. Lui, il est quand même assez sûr de lui, mais moi je veux pas être sûr de moi à ce sujet-là. Enfin, je me dis qu'il y a forcément une autre explication. Donc l'après-midi est quand même assez longue. Et le soir, donc je rejoins Pierrick, et il y a 2 copines à moi aussi qui sont là. On parle quasiment que de ça toute la soirée. On picole pas mal. Moi, je sais que, je bois parce que je crois que j'ai besoin d'évacuer et je me sens en fait hyper stressée par rapport à ça. Donc je picole pas mal. Le policier qui a rencontré Pierrick lui a rien expliqué. On sait juste que Bastien a 48 heures de garde à vue et que ensuite il va sortir, mais on sait pas s'il va repasser à la maison, s'il va aller à Noirmoutier, on sait rien du tout. Et du coup, le lendemain, mes copines repartent. Pierrick, lui, a un week-end avec ses copains sur Angers. Et je me retrouve toute seule sur le canapé dans la maison et je me dis, mais là, si Bastien débarque plus tôt que prévu,
je me vois pas du tout l'accueillir toute seule. Du coup, j'appelle Pierrick et je lui demande si je peux venir. Donc lui, évidemment, il dit oui, surtout qu'il en a déjà parlé avec ses copains et qu'il parle que de ça. Donc voilà, donc je prends mes affaires et je débarque à Angers. Je reste quand même hyper angoissée. J'ai quand même hâte de savoir, en fait. Dimanche en fin d'après-midi, je reçois un message sur Messenger de Bastien nous demandant quand est-ce qu'on rentre parce qu'il faut qu'on parle. On lui répond que là on est sur Angers, mais qu'on va rentrer en début de soirée. Il insiste un peu. Nous, on a tellement envie de savoir que... Enfin, moi, j'ai envie de savoir, mais à la fois, ça me fait flipper, donc j'y vais quand même à reculons. Mais on finit par rentrer à Nantes. En début de soirée, il nous accueille à la maison. On s'installe dans le salon. Il est assis sur le canapé et nous, on est en face, chacun dans notre fauteuil. Et en fait, la discussion, elle commence très vite. Il nous balance direct, voilà, je suis pédophile. Là, c'est l'enfer, hein. Je pense que c'est un des pires jours de ma vie où j'ai vraiment une sensation d'avoir un énorme caillou qui me tombe dans l'estomac. Fidèle à lui-même, hein, Bastien, il est très bavard et pendant toute la soirée, ça dure, je pense, 2 bonnes heures, et il va tout nous raconter. Il nous raconte un peu toute sa vie, en fait. Il va nous expliquer qu'il est comme ça depuis toujours, que enfant, il avait des petites copines et que en grandissant, il s'est aperçu que les filles qu'il regardait, elles avaient toujours le même âge que quand il était enfant, quoi. Et il nous explique plein de choses, hein, que sa mère a été victime d'attouchement quand elle était enfant et qu'elle s'est suicidée quand elle était adulte. Il nous explique qu'il est collectionneur d'images pédopornographiques. Ça, le fait d'être informaticien, ça l'a pas mal aidé parce qu'il peut télécharger des images et des vidéos tout en passant par des sites qu'il protège. Et c'est même quelque chose qu'il nous explique qu'il veut développer. En fait, il aimerait créer une boîte qui aide les gens à cacher leur contenu téléchargé sur Internet, etc. Il nous explique en fait de comment ça s'est passé, comment il s'est fait griller en fait. Ce qui s'est passé, c'est que après que ma mère et Mathilde soient venues, lui il est parti chez des amis qui ont une petite fille, donc un couple d'amis avec qui il est hyper proche en fait. Un soir, la petite fille, elle a demandé à sa mère si elle pouvait dormir avec Bastien dans sa voiture. En fait, Bastien dormait dans sa voiture. Il avait un break qu'il avait emménagé. Il avait un toit ouvrant en fait sur son break. Et il avait proposé à cette petite fille de venir regarder les étoiles avec lui la nuit. Et je pense que la mère, elle avait confiance en son ami en fait. Donc elle a dit ouais, carrément, pourquoi pas. Et en fait, cette nuit-là, il a touché cette petite fille pendant toute la nuit. Il a voulu même nous raconter les détails, hein, nous expliquant qu'il l'avait pris en photo, blablabla. Et il a même fallu que je lui dise stop, en fait, arrête, je veux pas savoir ce que tu lui as fait. C'est juste l'enfer de s'imaginer ça. Donc, je comprenais même pas pourquoi il voulait me raconter ça. Ça n'avait pas de sens. Mais voilà. Donc, c'est moi qui ai dû l'arrêter pour lui dire stop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, la petite fille, elle en a parlé à sa mère. Et sa mère a appelé Bastien en lui disant « Je sais ce qui s'est passé, maintenant je te laisse le choix, tu vas tout seul voir la police et tout avouer, sinon c'est moi qui appelle la police. » Donc elle lui a laissé une chance d'aller se dénoncer. Il a commencé par aller voir son psy, parce qu'il voyait un psy 2 fois par semaine. Son psy lui a aussi dit là oui, effectivement, faut vraiment que tu ailles te dénoncer toi-même. T'as pas le choix en fait de toute manière, donc sorti du psy, il a directement été au commissariat pour tout avouer. Ce que je ressens, c'est pas du tout de la colère parce que lui en face, il est en pleurs, il est hyper mal. Là, il se rend compte qu'il a peut-être gâché la vie de cette petite fille. Il repense à sa mère qui a vécu exactement la même chose et qui s'est suicidée des années plus tard. En fait, il me fait pitié et je me dis mais il faut l'aider en fait. C'est horrible. Il nous explique que c'est des pulsions, donc qu'il peut pas contrôler et j'imagine un peu ça comme une maladie et je me dis presque que c'est pas de sa faute en fait. Il me fait tellement mal au cœur, il est en pleurs, il me dit qu'il a hyper peur d'annoncer ça à sa famille, à son père, à ses frères et sœurs. Et ouais, je me dis ça doit être horrible d'annoncer ça à ses proches. Alors il y a quand même un moment où je me dis il va falloir que je pose une question par rapport à Mathilde parce qu'il est resté une heure et demie tout seul avec elle. Je mets du temps à la poser parce que j'ai peur de lui poser. Et je finis par lui demander, et il me répond que non, il s'est rien passé, mais il passe rapidement à autre chose. Ce qui m'interpelle un peu, c'est que quelques minutes plus tard, il me dit une phrase, il me dit
De toute manière, on peut faire confiance à personne et même moi, je peux pas me faire confiance. Mais donc ça me fait un peu mal quand il dit ça. Mais en fait, j'ai pas envie de retourner sur le sujet de Mathilde. J'essaierai peut-être de lui reposer des questions plus tard, mais là, j'arrive pas à poser plus de questions. À la fin de la discussion, il nous demande si on se voit toujours vivre avec lui. On lui répond que on a besoin d'en parler tous les deux, qu'on ne le met pas dehors ce soir, mais que le lendemain, on reviendrait vers lui pour lui dire ce qu'on en pense, quoi. Là, il sait pas trop ce qui va se passer pour lui. Lui, effectivement, il a hyper peur d'aller en prison. Il est hyper angoissé et il sait pas combien de temps va durer l'enquête. Il nous explique qu'on va sûrement être interrogé, etc. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dehors et respirer un peu d'air, là. Donc, on va promener le chien. On est carrément choqués tous les deux. On parle rapidement du fait qu'on ne le met pas à la porte, mais on ne peut plus vivre avec lui. Je sais que là, en plus, il va y avoir la justice qui va rentrer dans nos vies, etc. Je me dis que non, ça va être beaucoup trop lourd et on ne se voit pas vivre avec lui. Donc on se dit qu'on lui fixe tout le mois d'août en fait pour déménager, qu'à la fin du mois d'août, il faut qu'il soit parti. Et moi, je me dis même, même s'il déménage, en fait, j'ai pas envie de le laisser tomber. Et je me dis que, je sais pas, on peut aller voir des assos ou pour essayer de l'aider, en fait. Ça fait 9 mois que je vis avec lui et 9 mois, ça s'est bien passé. J'ai passé des bons moments et aujourd'hui, là, je sais qu'il est pédophile, mais je sais qu'il est aussi plein d'autres choses, qu'il a aussi des bons côtés et je sais pas, j'ai pas envie de le laisser complètement tomber. Et du coup, le lendemain, on lui annonce que on lui donne 1 mois pour partir, qu'on se voit plus vivre avec lui, qu'on veut pas complètement couper les ponts, mais qu'en tout cas, on peut plus vivre dans la même maison. Il le prend bien, hein, y a pas de souci, il le comprend carrément. Voilà, et ça se passe bien, la discussion se passe bien. Voilà. Le lendemain de l'annonce, le lundi, c'est l'enfer, j'arrive pas à penser à autre chose, j'arrête pas de penser à Mathilde, et j'arrête pas de me dire qu'il faut que j'appelle ma mère et mon frère, et j'angoisse à fond de les appeler. Le soir, je finis par appeler ma mère, je lui annonce calmement ce qui se passe, et elle, tout de suite, elle me dit « on n'en parle pas à ton frère ». Voilà, elle panique en fait. Bon, ça dure quelques secondes où moi je lui dis mais non maman, on est obligé d'appeler mon frère. Enfin, et tout de suite elle dit oui c'est vrai que oui effectivement faut qu'on l'appelle. Elle culpabilise énormément sur le fait qu'on l'ait laissée toute seule avec lui. Moi je culpabilise aussi à fond. Après voilà, je dis à ma mère mais on pouvait pas savoir franchement. C'est un truc que tu sais pas quoi. Et puis moi je pensais pas rencontrer un jour un pédophile dans ma vie en fait. Ma mère se propose de l'appeler. Je lui dis non, c'est mon coloc, c'est moi qui le connaissais le mieux. Et voilà, ça s'est passé chez moi, donc je l'appelle. Elle, entre-temps, elle me dit qu'elle a passé pas mal de temps avec Mathilde et que elle avait toujours le même comportement. C'est une petite fille qui est pleine de vie, hyper sociable, qui est hyper curieuse et elle n'a pas changé. Donc ça me rassure, mais bon, n'empêche qu'il faut quand même que j'appelle mon frère. J'appelle mon frère en lui disant voilà, j'ai laissé ta fille 1h30 avec un pédophile, tu peux me dire si ça va? Bon, je lui annonce pas ça comme ça, mais quasiment. Mon frère, c'est quelqu'un de très calme, de très posé. Il est assez pudique et du coup, il s'énerve pas du tout. Il m'en veut pas, en tout cas. Voilà, il me dit que lui, il a rien remarqué, que Mathilde, elle est comme d'habitude, qu'elle a l'air en forme, etc. Donc bon. Voilà, je lui demande quand même, essaye de lui en parler. Et puis je sais aussi que ma mère va lui en parler. Mathilde, elle avait jamais entendu parler de pédophilie de sa vie. Ses parents lui en avaient jamais parlé. Du coup, c'est ma mère qui lui a expliqué. Elle lui a expliqué ce que Bastien avait fait à une petite fille. Elle n'est pas rentrée dans les détails, hein, mais en tout cas, elle lui a expliqué que ce qu'il faisait, c'était absolument pas normal. Et que s'il avait fait quelque chose, fallait qu'elle en parle. Non, elle nous dit que non, il s'est absolument rien passé, qu'ils ont joué sur leur téléphone et voilà quoi. Et ma mère, je sais qu'elle en a parlé plusieurs fois, etc. A priori, Mathilde est vraiment, elle nous dit qu'il s'est vraiment rien passé quoi. C'est vrai que je prends pas le parti d'appeler Mathilde pour savoir comment elle va parce que en fait ça m'angoisse trop. J'ose pas l'appeler, je m'en veux même de dire ça, mais je sais qu'elle est bien entourée, qu'il y a ses parents et qu'il y a ma mère qui est là, donc mais moi non, je préfère pas l'appeler. Pour le moment, je suis sereine de vivre avec lui, je sais que ça va durer 1 mois, peut-être qu'il va partir plus tôt, il n'y a pas de souci.
Sauf que là, une fois de plus, ça se passe pas comme prévu. Bastien, il fait des allers-retours entre Noirmoutier et la maison hyper souvent. Et ce qui m'agace, c'est qu'il prévient jamais quand il rentre. Et c'est surtout qu'il rentre, il est toujours 3 heures du matin. Enfin, il rentre toujours en plein milieu de la nuit. Il fait plus de courses, donc il sert dans nos placards, dans nos frigos. Enfin voilà, il passe un peu en coup de vent. Et puis ça me dérange qu'il débarque toujours en plein milieu de la nuit. Et puis le truc qui me dérange le plus, c'est que je vois que ces cartons sont pas faits en fait. Il bouge pas par rapport à ça et je vois bien qu'il cherche pas d'autres solutions. Alors que je sais qu'il pourrait prendre ses affaires et partir direct à Noirmoutier. C'est hyper facile, mais il le fait pas. Et puis, ce qui me met aussi très mal à l'aise, c'est que lui est hyper à l'aise. Un matin où Pierrick me raconte que Bastien a débarqué en disant « Ah, mais bas les masques, maintenant avec vous, je peux être la vraie personne que je suis. » Enfin, il est hyper à l'aise, hyper en forme. Il explique que bah ça y est, maintenant on sait. Donc, enfin, lui, il est bien dans sa peau en fait vis-à-vis de ça. Ça a pas l'air de le déranger. Il a vraiment l'air soulagé en fait nous avoir dit tout ça. Il y a un jour où mon père vient me rendre visite. Il vient passer l'après-midi avec moi. Et donc mon père est au courant de toute la situation. Donc ça, je le dis à Bastien. Je lui dis, mon père vient cet après-midi. Il est au courant de ce qui se passe. Il vient pas pour ça, mais voilà, sache que il connaît l'histoire. Je lui dis parce que de savoir que mon père vient et qui sait, il va avoir envie de s'enfermer dans sa chambre ou il va avoir envie de partir. En fait, j'avais pas envie qu'il soit dans nos pattes à ce moment-là. J'avais envie d'être tranquille avec mon père. Là, c'était un moment où ça y est, je commençais à être hyper stressée et me sentir mal à l'aise dans la maison. Donc, j'avais pas envie qu'il soit là. J'avais vraiment envie d'être tranquille. Je commence à le trouver bizarre, en fait. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse être autant à l'aise vis-à-vis de ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il commence à nous manipuler, en fait, et à se servir de nous parce que effectivement, on a été sympa. On lui laisse un mois pour rester et j'ai l'impression qu'il en profite à fond et que, bah, lui, ça lui va bien, en fait. En plus de ça, il est en liberté surveillée. Faut qu'il aille tous les 2 jours au commissariat. Donc là, c'est le bon plan. Il est à Nantes. C'est plus simple pour lui. Et du coup, donc mon père arrive, j'avais préparé le café, on s'installe dans le salon, Bastien est dans sa chambre, donc je me dis qu'il va rester dans sa chambre, mais non, pas du tout. Bastien, il descend, il arrive devant mon père, il le regarde droit dans les yeux, il lui serre la main, et puis il me regarde en disant bah, « Est-ce que je peux m'installer avec vous, prendre un café ?» Et là, franchement, je me dis que c'est pas possible d'être aussi à l'aise. Il sait que mon père sait, et il vient, il le regarde droit dans les yeux, il lui serre la main, et il veut s'installer avec nous. Enfin, j'arrive pas à comprendre, en fait. Donc là, je lui réponds que non, j'ai juste envie d'être avec mon père et Pierrick, et que, voilà, on veut rester tous les 3. Du coup, il remonte dans sa chambre. En fait, là, j'en peux plus d'être dans cette maison. Il y a une ambiance qui est hyper pesante. Ça me gonfle, en fait, que ça soit moi qui soit gênée de vivre là, alors que c'est à lui d'être gêné, en fait. J'ai juste envie qu'il parte et j'ai envie de retrouver ma maison. On n'a même plus de moments où on discute, on mange plus ensemble, on discute plus vraiment. Moi, je l'évite complètement, en fait. Il y a une nuit où il débarque dans la maison avec une nana. C'est une fille, il nous avait parlé d'elle, c'est une fille qui est c'est sa nouvelle copine et elle est instite. On l'avait pas encore rencontrée, donc là il débarque en plein milieu de la nuit. On les a entendus faire l'amour toute la nuit. Voilà, encore une fois, on n'a pas très bien dormi. Et le lendemain matin, donc on était toujours au lit avec Pierrick et Bastien m'envoie un texto en me disant je prends ton café. Et là, en fait, j'ai pété un plomb, je me suis mise à pleurer. Enfin, là, j'en pouvais plus, en fait. C'était pas possible qu'il débarque comme ça. Maintenant, en plus, avec... Enfin, ça me dérangeait qu'il débarque avec une fille. Enfin, là, je me disais, mais c'est pas possible. On arrivait quasiment à la fin du mois d'août. Les cartons n'étaient toujours pas faits. Il continuait de prendre dans mes affaires et ça, je le supportais plus. Donc là, je pète un plomb. Pierrick voit que je suis vraiment mal. Parce que, enfin, là, j'ai même plus envie de descendre. Là, j'ai envie de rester enfermée dans ma chambre. Et... Pierrick, lui, il descend et il demande à Bastien de sortir et pour lui parler, en fait. Pour le coup, Pierrick, il s'est lâché en lui disant, bah, en fait, voilà, maintenant tu dégages, là, faut que demain tu sois parti, quoi. Mais il lui a hurlé dessus en lui disant que c'était plus possible, quoi, que ça faisait 3 semaines qu'il avait du temps pour faire ses cartons, qu'il a rien fait, que nous on le supporte plus et que là, faut qu'il dégage. Bah, en fait, il a commencé ses cartons dans la journée. Il a loué un camion et le lendemain matin, je me suis levée, il finissait ses cartons
Et je savais que là, il allait vraiment partir. Et j'ai encore quand même eu ce sentiment de culpabilité où j'ai eu l'impression de le foutre dehors et j'ai culpabilisé de me dire je le fous dehors. Je me sentais mal en fait de le pousser dehors comme ça. Alors que pourtant, il m'avait mis à bout pendant 3 semaines, mais ouais. Puis j'ai même culpabilisé de pas l'aider à faire ses cartons. Du coup, je me suis dit, bon allez, je sors de la maison et je le laisse faire. Et je savais que 2 heures plus tard, il serait parti. Donc je suis partie me balader. Et quand je suis revenue, il n'était plus là. On commence à vivre tous les deux avec Pierrick. Je suis hyper soulagée. On récupère la maison, on reprend place dans notre maison. Et ça se passe bien. Enfin, voilà, on est heureux de retrouver la maison, quoi. Et j'ai pas de nouvelles de Bastien. Après, il nous avait dit qu'on allait être interrogé par la police, donc on attend un peu le courrier et on n'a pas de nouvelles du tout. Personne nous a appelés, donc on reprend nos vies normales, quoi. Courant septembre, on reçoit un courrier où Pierrick et moi, on nous donne un rendez-vous pour être interrogés par la police. Au moment où j'arrive au commissariat, je suis stressée parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas comment se passe un interrogatoire, si on va me poser des questions ou s'il faut que je raconte tout de A à Z. Je ne sais même pas par où commencer en fait. Et je ne sais même pas ce qu'ils veulent savoir en fait. On n'est pas interrogés ensemble, on a chacun une policière. Pierrick, il est avec celle qui tient vraiment l'enquête. Et moi, j'ai une de ses collègues. La personne qui m'interroge, elle est hyper neutre. Donc, elle me pose des questions qui restent vraiment neutres. Je lui raconte mes 9 mois passés avec Bastien. Je lui explique que ça a été un très bon colloque, quoi, que j'avais rien à lui reprocher à ce niveau-là. Tout s'est très bien passé, que je m'entendais bien avec lui. Je lui raconte quand même qu'il m'a dit qu'on pouvait faire confiance en personne et que lui-même ne pouvait pas se faire confiance. Je lui raconte ce qu'il m'avait raconté par rapport à son ex, qu'il avait plaqué contre un mur, etc. Mais globalement, je reste plutôt sympa vis-à-vis de Bastien, en fait. Je parle plus, en fait, des moments qui se sont bien passés que, voilà. Je lui dis, que, effectivement, je lui ai laissé Mathilde pendant 1 heure et demie, mais qu'il s'est rien passé. Elle m'apprend quand même certaines choses. Elle m'apprend que Bastien a des problèmes avec la drogue, qu'il prendrait beaucoup de médicaments parce qu'elle me demande si on a une pharmacie dans la maison. Donc, je lui réponds que non. Elle me laisse comprendre que Bastien a aussi des problèmes avec les femmes en général, qu'il n'a pas un comportement normal avec évidemment les enfants, mais même avec les femmes. Je reste sympa parce que je me dis que oui, même s'il est pédophile, il n'est pas que ça et que j'ai pas envie de le condamner et de me dire qu'il est pédophile, point. Je sais qu'il est plein d'autres choses, qu'il aime le sport, qu'il est passionné par son métier, qu'il aime les voyages. Je sais pas, j'essaie de me dire que si on l'aide, peut-être qu'il peut se sortir de ça et qu'il peut être le Bastien que je connais, quoi. J'ai envie que la police sache que il n'est pas que ça. Il a passé 1 heure et demie avec Mathilde, qu'il s'est rien passé, donc je me dis qu'il peut aussi se contrôler. Enfin, Pierrick, il est beaucoup plus tranché. Lui, il a vraiment en tête le mois d'août qui s'est mal passé et il l'a toujours pas digéré et du coup, il est vraiment énervé contre Bastien, en fait. Il a vraiment eu l'impression qu'on se soit fait manipuler. Et ça, justement, la policière, elle lui dit que oui, on s'est complètement fait manipuler, que pour elle, Bastien est vraiment quelqu'un de dangereux, qu'il est exhibitionniste, d'où le fait qu'il ait voulu nous raconter en détail ce qui s'était passé avec la petite fille. Elle lui raconte vraiment ce qu'elle pense de Bastien, et voilà. Elle est pas du tout neutre comparée à moi, la personne qui m'interroge. Pierrick comprend que elle déteste Bastien, et elle pousse Pierrick à être beaucoup plus virulent. Et en fait, c'est Mathilde qui s'est quand même fait interroger. Et du coup, c'est ma mère qui m'appelle quelques semaines plus tard pour m'expliquer l'interrogatoire de Mathilde et qui m'explique tout de suite que, si, en fait, il s'est passé quelque chose. Pendant que Bastien était en garde à vue, il a tout raconté, ce qu'il avait fait avec Mathilde. Donc la police, dès le départ, savait ce qui s'était passé. Même moi, quand je me suis fait interroger, en fait, la policière, elle le savait. Ma mère m'explique un petit peu ce qui s'est passé pendant l'interrogatoire de Mathilde. Ils l'ont poussé à avouer, en fait, en lui disant clairement, voilà, Bastien nous a raconté qu'il t'avait montré une partie de son corps, est-ce que tu peux nous raconter? Sauf qu'elle, elle osait pas, donc ils lui ont donné un petit papier, un crayon, puis elle a écrit le mot. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé son pantalon devant elle. Et Mathilde, elle a eu la bonne réaction, selon la police et les psychologues qu'elle a rencontrés ensuite, c'est qu'à ce moment-là, elle est sortie du salon, ça s'est passé dans le salon, et elle a été s'enfermer dans la cuisine pour chercher une casserole pour lui taper sur la tête.
Elle trouvait pas les casseroles, du coup, elle s'est servi un verre d'eau qu'elle a bu pour se calmer. Et ensuite, quand elle est retournée dans le salon, a priori, ça a un petit peu surpris Bastien, en fait, la réaction de Mathilde. Donc, il avait remonté son pantalon. Ils ont recommencé à jouer sur leur jeu, en fait. Et c'est pour ça que quand on est rentré, ils étaient de nouveau à jouer sur leur téléphone. Et là, évidemment, ça change tout. Ça me touche directement. Et là, je me dis que si je le croise, j'ai juste envie de le défoncer, je pense. Je me dis que là, pour le coup, il m'a menti, il m'a complètement manipulée. Et je me dis, mais comment il a fait pour vivre avec moi tout le mois d'août, alors qu'il savait qu'il avait fait ça à Mathilde et que j'allais finir par l'apprendre. Et je me dis, mais la pauvre, là, ça me fait trop mal au cœur de l'imaginer toute seule avec lui et l'imaginer dans la cuisine, chercher une casserole pour lui taper sur la tête. Mais puis le fait qu'elle nous ait rien dit, je me dis, mince, alors qu'on est hyper proches, elle a une relation fusionnelle avec ma mère, avec moi, on est hyper proches et elle n'a pas osé nous en parler et on a continué la semaine où elle a continué d'être avec lui et c'est là vraiment ça change tout. Là, j'ai plus du tout envie de l'aider et oui, j'ai envie qu'il soit pris en charge et j'ai envie qu'il soit aidé pour ne plus jamais faire ça, mais là, pour le coup, je veux plus jamais voir sa tête et je veux plus en entendre parler, quoi. Du coup, je rappelle le commissariat pour avoir la personne en charge de l'enquête pour me faire réinterroger, ce qui n'est pas possible, en fait, hein. Si j'avais su ça avant, mon discours, il aurait été complètement différent et il n'aurait pas été aussi positif vis-à-vis de Bastien. C'est pour ça qu'ils m'ont rien dit, hein, évidemment, mais ça change tout mon discours. Quelques jours après l'interrogatoire, ma mère m'appelle et elle est avec Mathilde. Et Mathilde veut me parler. Moi, une fois de plus, je suis mal à l'aise par rapport à ça. J'ai peur de lui parler. Mais Mathilde prend le téléphone et hyper à l'aise, elle me raconte qu'elle a été à la police parce qu'elle a tué quelqu'un. Puis elle se marre. Elle rigole, elle arrive à en faire une blague. Donc moi, je rigole, mais je suis quand même hyper mal à l'aise et je lui pose pas de questions. En fait, je lui demande pas ce qui s'est passé. J'essaie de savoir si elle va bien, je lui parle de ce qu'elle a fait, de l'école, etc. Mais j'arrive pas à rebondir sur la blague qu'elle m'a fait alors elle en parle facilement en fait. Mais une fois de plus, je me dis qu'elle en parle avec ma mère et voilà. Ma mère m'explique qu'elle a parlé avec Mathilde et qu'elle lui a demandé pourquoi elle nous avait rien dit. Et en fait, elle avait peur qu'on la croie pas. Donc là, une fois de plus, on la rassure en lui disant que si, on l'aurait évidemment cru, que ce genre de choses, il faut en parler et que on sera toujours de son côté et que c'est pas normal de faire ça à un enfant, quoi. Aujourd'hui, Mathilde, elle va bien. Elle a vu plusieurs fois des psychologues qui ont rassuré mon frère, ma mère. Elle est en pleine forme. Son comportement n'a pas changé. Toujours aussi sociable. Tout se passe bien à l'école, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on est rassuré par rapport à ça. Quelques mois plus tard, je me balade sur les bords de Sèvres et je le croise en fait. Il est assis sur un banc, mais je m'arrête peut-être à 10 mètres de lui. Il lit un livre et du coup, il me voit pas. Et j'ai fait demi-tour en fait. J'ai pas pu aller le voir ou lui dire quoi que ce soit. J'ai juste eu peur parce que j'ai même commencé à avoir des angoisses après avoir su ce qu'il avait fait à Mathilde, où j'ai du mal à être toute seule dans la maison, notamment la nuit, parce que Pierrick travaille dans un internat et il est souvent absent la nuit. Je dors mal la nuit, je me réveille. Souvent, je laisse la porte ouverte de ma chambre et je le vois, en fait. Je le vois passer devant la chambre en me réveillant et je me dis qu'il a peut-être fait un double de la clé. Je me dis qu'il a vu quand même ce que Pierrick et moi, on a dit à la police. J'ai dit des choses plutôt positives, mais pas que, donc je me dis qu'il a dû lire ses comptes rendus, en fait, via son avocat. J'ai juste peur qu'il revienne m'assassiner dans mon sommeil. Donc, c'est pas vraiment rationnel, mais en tout cas, j'ai vraiment des moments d'angoisse. Quelques mois plus tard, on casse, en fait, la poignée de porte de la porte d'entrée. Donc, je suis obligée de changer complètement la serrure. On refait des nouvelles clés et je me rends compte que ça me rassure et que j'aurais dû faire ça plus tôt. Là, au moins, je suis sûre qu'il a plus les clés, qu'il peut plus rentrer dans la maison. Je reste quand même angoissée, notamment quand je suis toute seule et la nuit, quand Pierrick n'est pas là, j'arrive à me faire des films toute seule. Via la police, j'ai aucune nouvelle, en fait, d'où en est le procès, etc. Moi, je regarde régulièrement sur Google où je tape son nom et son prénom pour essayer d'avoir des nouvelles. Je trouve jamais rien.
Et du coup, ma mère fait pareil de son côté et elle arrive à avoir des informations parce qu'en septembre 2019, elle m'envoie un article de journal sur l'histoire de Bastien et sur le fait que ça y est, le procès a eu lieu. Il est aujourd'hui en prison, il a pris 4 ans de prison. Et bon, au moins je sais qu'il est plus dehors. Je me dis que le procès a mis beaucoup de temps, qu'il a pu se passer d'autres choses entre-temps parce que la liberté surveillée, je suis pas sûre qu'il était vraiment surveillé. Je pense que je laisserais plus un enfant avec un homme, même si je le connais bien en fait. En tous les cas, je serais beaucoup plus méfiante. Et avec Pierrick, on reste 3 ans dans la maison sans Bastien. On déménage en février 2019. Et c'est vraiment à partir de là où, là pour le coup, même la nuit toute seule chez moi, j'ai plus peur du tout. J'ai plus du tout d'angoisse comme je pouvais avoir dans la maison. Je repense de temps en temps à Bastien, à cette histoire, mais voilà, ça m'angoisse beaucoup moins en tout cas. Et finalement, la pédophilie, on l'associe toujours à des gens qu'on connaît pas, des gens qu'on voit aux infos ou à des mecs qui ont une tête pas possible. Voilà, la Bastien, c'était un petit gringalet, un petit blond, qui avait l'air plutôt sympa. Et voilà, c'est con, mais il avait pas du tout la tête de l'emploi en fait. Vous venez d'écouter le 105e épisode de Transfert. Cet épisode est signé Valérie Gauthier. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Maxime Daoud. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.